Nous entrons enfin dans le XXe siècle éthiopien, et c'est le plus important pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, les enjeux qui se déroulent sous nos yeux. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Déjà, cette vidéo, elle va être en deux parties parce qu'elle est extrêmement longue. Je l'ai vue au montage, c'est pas possible, je peux pas vous proposer ça, donc ça va être en deux parties. Deuxième chose, je vais essayer d'être le plus objectif possible et de montrer à la fois les accomplissements de l'Empire éthiopien, mais aussi les dérives du pouvoir impérial sur le peuple. Donc ce n'est pas une vidéo pour montrer que le positif, c'est pas une vidéo qui est faite pour vous brosser une image presque idéale du pays, mais justement, je souhaite vous montrer un contenu beaucoup plus nuancé, pour vous montrer que rien dans la vie n'est vraiment tout blanc ou tout noir. Cela étant dit, commençons. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Tam 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 tam. Tsigirida. Je vous avais laissé la dernière fois sur la victoire d'Adwa en 1896 et l'entrée dans le XXe siècle éthiopien sous le règne de Ménilek II. Et bien justement, le règne de Ménilek est à prendre avec des pincettes. La politique intérieure de Ménilek est destinée à la consolidation de son propre pouvoir. Au début du XXe siècle, l'Empire éthiopien ressemble à ça. Toutes ces provinces étaient gardées et gouvernées par des familles royales. Par exemple, le Wollo est tenu en 1900 par le Ras Mikael et sa famille, lui-même agissant comme le gouverneur de la région. Alors, il faut bien comprendre que l'Empire éthiopien était une monarchie de droit divin, c'est-à-dire que tous les droits revenaient à l'empereur et ses ministres, qui lui-même était choisi par Dieu de par son sang qui lui-même descendait du roi Salomon. Cette monarchie suivait un système féodal, séparé en trois catégories sociales. La noblesse, avec les différentes familles royales qui régnaient sur des régions entières, comme on a vu plus tôt. Ensuite, on a le clergé orthodoxe, lui-même très lié au pouvoir politique, puisqu'il légitime la dynastie au pouvoir. Restent enfin les autres classes sociales, comme les paysans, les artisans, qui vivaient sur les terres des nobles. L'Empire vivait grâce à un système de servage, c'est-à-dire qu'à l'époque, le clergé et les nobles étaient exemptés d'impôts. Et l'entièreté des impôts revenaient donc aux commerçants, aux artisans et aux plus nombreux, c'est-à-dire les paysans. Or, il faut bien comprendre que ce système féodal est typiquement du nord du pays, et il a été imposé au peuple du sud lors des conquêtes de Ménilek pendant les années 1890. Ces invasions-là, au-delà d'être violentes, comme on a vu dans l'autre vidéo, ont aussi modifié durablement les systèmes sociaux et politiques des régions en question. Arrêtons-nous un peu sur les conséquences de cette imposition en prenant l'exemple du Wolega au début des années 1900. Ici, je me base sur le travail de Taha Tessema, The Basis for Political Contradiction in Wolega. Alors, un peu de contexte quand même, le Wolega, c'est une région à l'est de l'Éthiopie actuelle, principalement composée à l'époque d'Oromo. Les Oromos de cette province fonctionnaient selon le concept d'immigration. On considérait que les premiers arrivés dans la région étaient les pionniers, les Balbala Gouda. Et les derniers arrivés étaient les Balbala Tina. À la base, les Oromos suivaient le système de Gaada, un système de classe relativement démocratique. Ainsi, les Balbala Gouda, donc les pionniers, étaient considérés plutôt comme des guides spirituels, ceux qui allaient partager les terres de façon équitable, pour les attribuer ensuite aux derniers arrivés, à savoir les Balbala Tina. Or, Taha Tessema explique que l'arrivée de nouveaux clans Oromo commençait à réduire le nombre de terres disponibles, ce qui va finir par créer des tensions entre les pionniers et les nouveaux arrivants, et donc un autre système va se créer, le Kupsisa. Je résume au maximum l'idée, les nouveaux arrivants devaient travailler pour le compte des pionniers, ce qui, à peu près vers le milieu du 19e siècle, va créer des royaumes. Or, on l'a vu dans l'ancienne vidéo, dans les années 1880 à 1890, les conquêtes de Ménilek vont changer ces systèmes-là. En 1887, Addis Abeba est fondée pour transférer la capitale depuis le nord du Shewa jusqu'au centre du pays. Les paysans font face à l'imposition de nouvelles règles. La classe dirigeante d'Addis Abeba laisse une relative liberté de culte, de coutume à la population déjà sur place qui ne parle pas amharique et qui est en majorité oromo. Mais en échange, les nouveaux colons devaient avoir accès à toutes les possessions de ces paysans et de ces royaumes en question, à savoir la terre, le miel, les moutons, les animaux en général et tout ce qu'ils voulaient, en plus du paiement d'un impôt. Tout ce système-là était déjà en place dans le nord du pays, mais tout ça c'est nouveau pour ces régions-là. Entre 1909 et 1910,
le gouvernement fait sortir de nouvelles lois, notamment la proclamation sur les terres. Là, on va balayer entièrement le système du Kupsissa, ce qui va retirer tout pouvoir aux pionniers et remet le peuple entier au même niveau face aux exigences de l'Empire. Toutes les terres sont redistribuées aux services officiels du gouvernement, aux militaires et aux religieux orthodoxes, ce qui crée des paysans devenus des sans-terres. Alors petit contexte, dans cette région d'Afrique, ne pas avoir de terre précise, c'est une humiliation. C'est vu comme être une sorte de sous-homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Bêta Israël étaient considérés comme des moins que rien, d'où leur détestation du surnom Falacha, les errants. Les familles riches et les élites oromo font des alliances avec les officiels du gouvernement pour jouir de certains privilèges et garder un certain pouvoir. Mais alors, que deviennent les paysans oromo? La majorité deviennent des métayers. Alors pour ceux qui ne savent pas, un métayer, c'est un paysan qui est payé pour travailler la terre d'un autre. Il n'est pas propriétaire du champ qu'il laboure. C'est une des professions les plus pauvres et ce traitement crée un tel déséquilibre dans la population que directement la colère gronde. L'Empire proposait alors des recours en justice au cas où les paysans se sentiraient lésés. Mais il faut bien comprendre que ces cours et ces tribunaux étaient majoritairement déjà en Amérique, et même si les juges étaient parfois des locaux ou alors parlaient oromo, ils refusaient de s'exprimer autrement qu'en Amérique pour garder des traces écrites de ce qui était dit. Donc il était très difficile pour les paysans de défendre leur cause, sans oublier que ceux contre qui ils portaient plainte étaient parfois même des officiels du gouvernement, qui protégeaient ses propres partisans. En d'autres termes, il y avait de la corruption. Les autres ethnies vivent peu ou prou le même sort à l'époque, entre appropriation de terres et appauvrissement systématique. On pense notamment au Bêta Israël. Depuis la disparition du dernier royaume Bêta Israël au XVIIe siècle, ils vivaient marginalisés dans des petites communautés rurales spécialisées dans l'artisanat. Leur isolement et leur mise à l'écart créent à leur égard beaucoup de discrimination. On leur prête des pouvoirs magiques, on dit qu'ils portent le mauvais œil, ils ne sont pas du tout inclus dans les sphères du pouvoir et on leur refusait l'accès à la propriété de terre, ce qui faisait qu'ils travaillaient pour les nobles chrétiens. Lors du 19e et du 20e siècle, ils subissent d'énormes pressions pour leur faire quitter le judaïsme pour rejoindre le christianisme. Certains décident de se convertir au protestantisme et à l'orthodoxie pour avoir enfin accès aux terres. Ils deviennent des falashmura. Mais pour autant, ils ne furent jamais pleinement acceptés dans les rangs chrétiens, notamment parce qu'ils gardaient leur tradition juive. Cette vague de conversion va outrer dans les sphères juives européennes, ce qui va mener à leur reconnaissance officielle en tant que membre à part du peuple juif. Au nord du pays, dans la région du Tigré, la bataille pour le pouvoir est extrêmement violente. L'arrivée au pouvoir de Ménilek II n'a jamais été totalement acceptée, puisque selon les nobles tigréens, ça aurait dû être Ras Mengesha à sa place. Depuis les années 1880 à 1920, les nobles de la région du Tigré vont continuer à se déchirer pour le pouvoir, comme Ras Guksa Araya, Ras Seyum ou Dejaz Gebre Selassie, qui vont tous les trois se battre pour obtenir les faveurs du gouvernement central et donc prendre le contrôle de la région du Tigré. En soi, dans cette région, le pouvoir et la légitimité de l'empereur sont toujours remis en question. À l'est, dans la région de l'Afar, même si les territoires ont été conquis de facto par l'Empire, les conditions de vie dans le désert empêchent les officiels du gouvernement d'avoir une véritable mainmise sur les peuples Afar qui y vivent, et ils restent relativement autonomes avec le sultanat Modaito de Haoussa. Si le sultanat est censé toujours être soumis à l'impôt de l'Empire, comme le reste du territoire, il sera abandonné dès la fin des années 1920 lorsque les sultans refusent ou ne payent que sporadiquement leur impôt. La politique internationale de Ménilek pourrait être résumée en un mot: ouverture. Depuis la fin du XIXe siècle, déjà sous le règne de l'empereur Johannes IV, l'Empire comprend qu'il est dans une position stratégique. La révolution industrielle a lieu en Europe et enflamme bientôt le monde. Et pour garder une certaine autonomie économique et donc politique, il faut suivre le mouvement. L'Empire sait que les terres arables du Sud peuvent être des mannes financières, donc il n'hésite pas à les réquisitionner pour en vendre les récoltes. Ensuite, il échange avec les Occidentaux, notamment les Français et les Britanniques, pour faire importer des produits manufacturés, comme le textile, les machines à coudre, l'installation du téléphone dès 1894. En 1884, Ménilek signe des accords avec les Britanniques en ce qui concerne les répartitions des eaux du Nil, dont la source est en Éthiopie. Retenez bien ça parce que ça va avoir une importance capitale en ce qui concerne le XXIe siècle.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, l'économie mondiale était tenue par les grands empires coloniaux et ne pas en faire partie était courir le danger qu'un de ces empires tente de s'emparer économiquement de votre pays. Or, à ce moment-là, l'empire éthiopien n'avait pas de banque et est au carrefour de routes commerciales importantes, en plus d'être un producteur important d'argent et d'or. C'est le français Pierre Arnoux qui conseille Ménilek II dès 1875 de développer sa propre monnaie pour ne pas se voir déposséder de son économie et de ses richesses. En 1894, l'ancienne monnaie, le thaler Marie-Thérèse, utilisé pour les échanges commerciaux entre l'Empire et ses voisins, notamment le Yémen, est remplacée par la première monnaie nationale, le beurre. En 1905, Ménilek II fait fonder la Bank of Abyssinia. Cette fondation était déjà prévue depuis 1890, mais Ménilek avait rejeté toutes les propositions pour éviter de donner trop de pouvoir aux Français et donc ne pas être absorbé dans leur empire économique. Il fit donc une demande d'aide. Il voulait fonder la Bank of Abyssinia, et il demanda à la Bank of Egypt, qui elle-même était tenue par les Anglais. Ce qui est intéressant, c'est que la proposition de création de banque initiée par Ménilek II fut proposée aux Anglais, mais les Français et les Italiens eurent accès à cette proposition pour que les trois puissent choisir ensemble ce qui les arrangeait dans leurs ambitions de conquête de l'Empire éthiopien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le traité tripartite de 1906. Mesdames et messieurs, la politique coloniale. L'histoire autour de la Bank of Abyssinia est extrêmement complexe et longue. Il y a eu des maniements, des remaniements, des accords, des lois abrogées, le tout sur des décennies. Au final, la Bank of Abyssinia a été ouverte au public en 1906 et les Anglais avaient un accord de monopole de 50 ans. En 1908, une deuxième banque est ouverte, dirigée en majorité par les Éthiopiens, la Société nationale d'Éthiopie pour le développement d'agriculture et du commerce. En ce qui concerne la diplomatie, vous l'avez vu, tout est à couteau tiré. L'empire d'Abyssinie et les différents empires coloniaux se côtoient, s'invitent les uns les autres, mais chacun tente de tirer son intérêt. Or, en Europe, dès 1910, les tensions politiques commencent à monter, ce qui va aboutir en 1914 à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Les forces européennes se séparent en deux camps. La Triple Entente avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie, contre la Triplice, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et, au départ, l'Italie. À l'Est, l'Empire ottoman en actuelle Turquie est menacé de partition par la Grande-Bretagne pour créer une région spéciale pour les Arméniens, une ethnie qui s'étend sur tout le croissant fertile. Cette ethnie, chrétienne et arménophone, était déjà mise à l'écart et persécutée dans les années 1890, avec les massacres hamidiens et le massacre d'Adana. Cette proposition d'indépendance de la part de la Grande-Bretagne n'est pas uniquement pour donner un territoire aux Arméniens, mais surtout pour affaiblir encore plus l'Empire ottoman en s'offrant sur un plateau des alliés de choix dans la région. En réaction, le gouvernement turc fait déporter et assassiner entre 1,2 et 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1923. Alors là, normalement, vous m'arrêtez et vous me dites: Attends, Destina, l'Empire éthiopien n'était pas en guerre pendant la Première Guerre mondiale. Donc comment cette Première Guerre aurait pu les affecter? un seul mot, la politique. Parlons un peu des jeux d'alliance sous la couronne éthiopienne. En 1909, Ménilek subit sa deuxième crise d'apoplexie. C'est une crise qui lui sera fatale et le laissera paralysé et incapable de parler. À partir de là, la bataille pour l'accès au trône impérial commence. Or, son épouse, l'impératrice Saïtou Bétoul, sent que le vent tourne. Alors il faut bien comprendre que la place de l'impératrice a toujours été contestée dans l'Empire. Je devrais faire une vidéo entière sur les stratégies militaires de Saïtou Bétoul parce qu'elle est au cœur de tellement de complots, de manœuvres politiques pour donner le pouvoir à sa famille, les Yedjou, que je ne peux pas les résumer dans cette vidéo. Retenez seulement qu'elle a été mariée 2 fois avant d'épouser Ménilek, ce qui déjà était considéré comme trop à l'époque, et qu'en plus, elle était de famille Oromo. Donc, elle était relativement isolée dans la famille impériale majoritairement tigréenne et amara, et pour terminer, elle avait des ambitions très fortes pour l'époque. Son objectif était en soi de devenir l'impératrice totale d'Éthiopie, ou du moins de placer un roi qui allait se plier à ses exigences. Or, elle n'a pas pu donner d'héritier à Ménilek II, ce qui automatiquement la met en position de faiblesse et l'écarte un peu plus du pouvoir. Deux héritiers vont alors s'affronter. Zaouditou, la première fille de Ménilek II, d'un précédent mariage avec une noble du Shewa, et le petit-fils de Ménilek, Lidj Iyasou du royaume du Wollo, lui-même étant le neveu de Zaouditou. Les deux héritiers représentent deux faces de l'empire. Zaouditou est partisane de la modernisation de l'empire commencé sous Ménilek, mais s'inscrit quand même dans la tradition orthodoxe et l'histoire du pays.
De l'autre côté, l'Ijasu, gouverneur du Wollo, est ancré dans la politique intérieure du pays. Même s'il est orthodoxe, il se rapprochait des sultanats musulmans, d'Harar, les sultans somalis de l'Est, mais aussi la Triplice européenne et la Turquie. Et cette proximité avec les musulmans, ça passe très mal auprès de la noblesse impériale. Pour autant, en 1913, Ménilek meurt et l'Ijasu accède au trône. Problème, l'Ijasu n'a que 11 ans à l'époque. Et à cette époque, on accède au pouvoir qu'à la majorité, à savoir à 18 ans. On lui demande de choisir un nouveau tuteur pour assurer la régence à sa place jusqu'à sa majorité, mais il refuse et prend des mesures avec l'accord de son propre tuteur, comme le fait de continuer sa collaboration avec les musulmans. Il va même exiler sa rivale Zewditu hors de la capitale avec son mari. Or, les partisans de Zewditu contre-attaquent. En 1916, l'Église orthodoxe excommunie Yassou en l'accusant d'apostasie. Pour résumer, il l'accuse d'avoir abandonné sa religion pour se convertir à l'islam à cause de sa proximité avec les sultanats. La même année, Zewditu accède au pouvoir et fait exiler définitivement Yassou. Elle est conseillée de très près par le duc d'Harar, un certain Rastafari Mekonnen, qui dans les années 1920 va prendre de plus en plus d'importance dans la politique éthiopienne. En 1923, il réussit à faire inscrire l'Éthiopie à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui en fait le seul membre africain. En parallèle, à l'international, se crée dans les communautés noires, afro-américaines, caraïbéennes et africaines le concept de l'éthiopianisme. Alors, pour comprendre ce qu'est l'éthiopianisme, il faut revenir en 1611 avec la traduction de la Bible du roi Jean, King James en version anglaise. Giulia Bionacci s'y est intéressée et l'a analysé dans son article Généalogie afrocentrée, éthiopianisme et écriture de l'histoire. Cette traduction-là a eu un impact très important sur les communautés chrétiennes africaines et afrodescendantes. Les populations esclaves des Amériques, comme les populations africaines évangélisées, apprirent à lire ou à entendre dans ces mentions de l'Éthiopie ou des Éthiopiens des références à leur origine perdue et à leur héritage glorieux biblique, lui aussi perdu. Bonacci explique bien qu'il y a 3 impacts principaux à voir. Déjà, un impact prophétique. Tout part de l'utilisation de ce psaume, à savoir « Des princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie tiendra bientôt ses mains vers Dieu ». Les communautés afro-descendantes se sentent touchées et représentées. Bonacci parle d'une marque de la prédestination des Noirs à entretenir une relation particulière et privilégiée avec un dessein divin. Ce verset contenait aussi la promesse d'une libération imminente. Ensuite, elle note un deuxième impact, l'impact psychosocial. Les origines des communautés afro étaient toujours résumées à de la sauvagerie, de la sorcellerie proche de l'animal, à qui l'homme blanc avait tout appris et relevé au rang d'humain. Or, avec cette traduction, l'historien afro-américain Sinclair Drake explique bien que l'association entre leur origine via l'image de l'Éthiopie avec des grands mythes bibliques aide ces communautés-là à se sentir fières. La Bible, pratiquée littéralement, permit de prouver que contre l'image dégradée de l'Afrique qui circulait dans les mondes esclavagistes, existait une autre Afrique, au signifié transformée, l'Éthiopie. Pour résumer ce qu'est l'éthiopianisme, je pense que citer Sinclair Drake est assez clair. L'éthiopianisme devint un mythe énergisant dans le Nouveau Monde et en Afrique elle-même pour ces mouvements pré-politiques qui émergèrent alors que les sans-pouvoirs rassemblaient leurs forces pour une activité politique réaliste et satisfaisante. Tout ça va être confirmé par la victoire d'Adwa en 1896. Pour la première fois, les communautés afrodescendantes voient à l'œuvre le pouvoir impérial, un pouvoir impérial noir, et en font un symbole de résistance. Comme Marcus Garvey, qui dira dans les années 1920 « Laissons le Dieu d'Isaac et de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous les Noirs croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons, et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. » Il proposera une reconnexion avec l'Éthiopie, considérant qu'elle est la terre-mère de tous les Noirs du monde, et il sera d'ailleurs un des précurseurs du mouvement Rastafari. En 1930, Rastafari
monte sur le trône et est couronné sous le nom de Haïlé Sélassié Ier. Il commence alors à mettre en place plusieurs éléments. D'abord, il continue la démarche de modernisation du pays, commencée sous le règne de Zaouditou, et impose plusieurs mesures. Déjà, il crée la première constitution éthiopienne en 1931. L'idée, c'est de créer un État bien plus fort, bien plus centralisé. Et ainsi, il va réaffirmer un rôle sacré et absolu de l'empereur. Il va restreindre l'accès aux postes de pouvoir aux membres de l'aristocratie et des hauts fonctionnaires. Il va moderniser l'armée avec l'achat d'armes et de matériel militaire en Europe. Il va créer une école militaire pour former une armée plus efficace. Il va introduire de nouvelles réformes fiscales pour améliorer les finances de l'État. Il va développer des routes, des télécommunications pour mieux relier le pays. Ensuite, il va construire l'image de la nation éthiopienne et il va poser clairement les limites et les critères du membre de la nation selon lui. Pour lui, un Éthiopien était un chrétien orthodoxe, parlait l'amharique, savait l'écrire, reconnaissait l'histoire de l'Empire jusqu'à l'Antiquité. Tous ceux qui ne rentraient pas dans cette case prédéfinie de sa définition de l'Éthiopien étaient discriminés, considérés comme un sauvage, à savoir bien sûr les peuples du Sud, avec des traditions animistes, mais aussi les musulmans et les juifs. Enfin, il continue à s'imposer à l'étranger et à multiplier les actions internationales. Je vous avais parlé un peu plus tôt du génocide arménien. Lors d'une visite à Jérusalem en 1924, il rencontre l'orchestre de 40 orphelins arméniens dont les parents avaient été assassinés lors du génocide et qui étaient encore menacés. Il va leur donner l'asile et il va les faire venir en Éthiopie. Il envoie donc un signe aux chrétiens orthodoxes du Moyen-Orient. Il s'impose également de plus en plus à la Société des Nations, alors même que dans les années 1930, les pensées et les idéologies racistes et radicales commencent de plus en plus à monter en Europe. En 1922, en Italie, Mussolini accède au pouvoir sous l'impulsion du roi Vittorio Emanuele III. Celui qu'on appellera le Duce suit l'idéologie fasciste et va l'imposer à l'Italie entière. Cette idéologie-là, on peut la résumer en plusieurs points. Déjà, il y a le culte de l'État au-dessus de tous les citoyens, mais il y a surtout un culte autour du nouvel empire italien. On va remettre en valeur l'empire romain, la fierté de l'Italie, et on va inciter les jeunes à vouloir le reconstruire. Et donc, on va inciter les jeunes à la militarisation. Ensuite, on a la suppression des oppositions via le contrôle de la presse, la censure des opposants, l'utilisation de la propagande, la détestation du communisme, notamment tous les communistes, tous les socialistes étaient tous arrêtés et placés dans des camps. On va valoriser le concept de l'homme nouveau, le cousin du Übermensch, qui est discipliné par l'éducation et qui est loyal au régime fasciste. Or, dans les années 1930, le régime fasciste souhaite s'attaquer à l'empire éthiopien, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première raison, c'est évidemment une volonté de revanche après la défaite d'Adwa. Cette défaite a été un traumatisme national, perçu comme une anomalie à corriger par les fascistes. Mussolini voulait effacer cette humiliation et montrer la puissance de l'Italie moderne. Ensuite, la conquête leur aurait permis la constitution d'un empire colonial en Afrique. Comme vous le savez, l'Italie possédait déjà l'Érythrée et la Somalie, et conquérir l'Éthiopie permettait de relier tous ces territoires pour créer un empire africain continu, la grande Italie africaine. De plus, il faut bien comprendre que l'Italie était en crise économique et connaissait une forte croissance démographique. Le régime fasciste voyait l'Éthiopie comme un territoire de peuplement où des colons italiens allaient pouvoir s'installer. Les terres éthiopiennes étaient aussi vues comme des sources de matières premières. Pour justifier tout ça auprès de son peuple, Mussolini présentait la conquête comme une mission civilisatrice, dans la lignée du colonialisme européen. Il affirmait vouloir moderniser l'Éthiopie, apporter des infrastructures italiennes, à savoir les routes, les hôpitaux, les écoles, mais aussi abolir l'esclavage. Alors en effet, même si l'esclavage était factuellement interdit par la loi et a été aboli par 3 empereurs, Théodros, Ménilek et Haïlé Sélassié, certains peuples continuaient de le pratiquer en clandestinité. Mais en réalité, cette propagande masquait une politique brutale d'exploitation et de répression. Notons également que dans les colonies italiennes en Afrique de l'Est, les fascistes utilisaient des bataillons entiers composés d'indigènes et les postaient aux frontières de l'Empire éthiopien pour exercer une certaine pression. La région la plus en proie à ces tensions était la région de l'Ogaden, composée majoritairement de Somalis nomades. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la région de l'Ogaden est majoritairement aride et désertique. Et si factuellement elle appartenait aux Italiens, ils n'ont jamais clarifié leurs frontières entre le territoire éthiopien et le leur. La ville de Welwel, par exemple, était de facto éthiopienne, mais le flou jeté par les Italiens créait une subtilité diplomatique. Tout ça va mener en 1934 à l'incident de Welwel.
Le 5 décembre 1934, après plusieurs jours de tension, des combats éclatent à Welwel entre les forces impériales éthiopiennes et les Italiens. Après 2 jours, les Éthiopiens se retirent ayant perdu 130 hommes, tandis que les Italiens, équipés d'avions et de blindés, comptent 30 morts et 100 blessés. L'Italie rejette immédiatement la faute sur l'Éthiopie et exige non seulement des excuses, mais aussi une compensation financière pour ses pertes, bien que Welwel soit un territoire éthiopien, et donc que ce soit les Italiens qui aient attaqué les Abyssins, et pas le contraire. Haïlé Sélassié saisit la Société des Nations, qui de par son acceptation de l'Empire était obligée de jouer les médiateurs. Non seulement la Société des Nations n'a pas réagi, mais les Français ont en plus signé un accord avec les Italiens expliquant qu'ils cédaient une partie de Djibouti et s'engageaient à ne pas réagir en ce qui concernait les volontés italiennes en Éthiopie. Pendant ce temps, les deux pays se préparent au conflit. L'Italie, emportée par un élan nationaliste, accélère son projet de conquête. Au-delà de ça, les fascistes s'incluent dans la politique intérieure de la région du Tigré pour déstabiliser l'Empire depuis les années 1920. Cet élément-là, il est étudié en long en large dans la thèse de Hagos Ioannes, à savoir Political History of Tigray. Pour résumer très vite, le Tigray était une position assez stratégique pour l'intérêt des Italiens qui cherchaient à encourager son autonomie par rapport au reste de l'Éthiopie. De leur côté, les chefs tigréens qui étaient présents en Érythrée rivalisaient pour maintenir leur statut héréditaire et donc renforcer leur autorité en collaborant avec l'administration coloniale italienne. Presque tous ces chefs ont, à un moment donné, tenté de s'allier avec les Italiens, en cherchant leur aide contre l'Empire ou contre leurs propres rivaux locaux afin d'atteindre leur objectif ultime, devenir un négus. Mais toutes ces alliances avec les Italiens n'étaient pas motivées par un désir de sécession du Tigray ou par un nationalisme tigréen. En fait, il s'agissait beaucoup plus d'un jeu politique visant à obtenir une promotion au sein du pouvoir éthiopien. Le 2 octobre 1935, Mussolini déclare la guerre à l'Éthiopie. Le 3 octobre 1935, l'armée italienne pénètre en Éthiopie sans être arrêtée par les chefs de guerre tigréens à qui on a promis des places importantes sous le régime fasciste. Les communistes italiens mènent une campagne contre l'invasion de l'Abyssinie via des tracts et des journaux clandestins, mais ça ne va pas avoir un très grand effet. En 1936, l'armée impériale et les forces italiennes s'affrontent, mais le combat est déséquilibré. L'Italie fasciste utilise une armée moderne dotée de chars, d'aviation, d'armes chimiques, tandis que l'Éthiopie dispose d'une armée mal équipée, désorganisée. Les troupes italiennes, dirigées par De Bono, attaquent simultanément l'Érythrée au nord, la Somalie italienne au sud, et malgré une forte résistance éthiopienne, notamment autour de Maïchou, l'usage intensif du gaz moutarde et la supériorité technologique des Italiens permettent une avancée rapide. Le 5 mai 1936, le sort en est jeté. Les troupes italiennes entrent dans Addis Abeba. Haïlé Sélassié fuit en exil et abandonne l'empire aux nobles restés sur place. Mussolini proclame la naissance de l'empire italien d'Afrique orientale et annexe l'Éthiopie à l'Érythrée et à la Somalie italienne. Le général Graziani est nommé à la tête de l'Éthiopie. Il fait office de gouverneur de l'Afrique italienne. Il est excessivement violent et n'hésite pas à faire tuer les civils qu'il soupçonne de résistance. Il met directement en place les idées fascistes. L'une de ces citations est assez parlante. Le Duce aura l'Éthiopie, avec ou sans les Éthiopiens. Il mettra en place des camps de concentration dans toute l'Afrique italienne, 4 en Érythrée, 7 en Éthiopie, 5 en Somalie, mais aussi des camps de travail forcé. Mais même si devant cette débâcle, certains nobles font le choix de trahir l'Empire, va se créer en secret plusieurs mouvements de résistance. Et l'un des mouvements les plus connus est le mouvement des Black Lions, aussi nommé les Arbeños, soit les Patriotes en français. Fondé dès 1935 dans la région de Holeta par un ensemble de résistants, notamment le fameux Ras Abebe Aregai. Il est composé majoritairement d'intellectuels et de politiques comme le fils de l'ancien ministre, Erui Wolde Sélassié, des nobles comme Belay Zeleke, ou encore des civils spécialisés dans le médical comme Hakim Workneh Echete, qui fait ouvrir des tentes pour soigner les blessés. Les femmes ne sont pas en reste, avec des femmes comme Kebedesh Seyum, Shewaragad Gadle, qui fut arrêté 12 fois pour résistance. L'organisation avait une constitution de 10 points, mais on peut noter l'affirmation de la suprématie du pouvoir politique sur le pouvoir militaire, des interdictions de maltraiter les paysans et les prisonniers de guerre, l'interdiction pour ses membres de chercher l'exil, l'obligation aussi de préférer la mort à la capture. Chaque région avait des antennes de résistance. Par exemple, Ras Abebe Aregai dirigeait les Arbeños dans les régions de Menz et du Shewa. L'une des règles tacites pour les hommes était de porter leurs cheveux lâchés, sans aucune sorte de coiffure. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais une des plus connues, c'est la volonté de ne pas se couper les cheveux jusqu'à ce que l'empereur
revienne à son trône et que le pays soit libéré. À l'étranger, les nobles exilés faisaient aussi leur maximum pour faire entendre la voix de l'Éthiopie. L'empereur Haïlé Sélassié déclama un discours à la Société des Nations en 1936 où il dénonce l'usage du gaz moutarde, une arme qui est censée être interdite, des exécutions de civils, mais aussi le fait que, selon l'article 16 du Covenant, signé par les États membres de la Société des Nations, une agression envers un État membre était une agression envers tous les États, et donc ils devaient tous réagir. Il faut bien comprendre que durant ce discours, tous les journalistes italiens ont décidé de le siffler. C'est ce que vous entendez dans cet extrait, c'est pour ça qu'on n'entend pas très bien ce qu'il dit. Monsieur le Président, Monsieur le... L'un des premiers fut le prince Lige Haile Mariam Mamo. Déjà présent lors de l'invasion italienne, il va continuer à attaquer les forces italiennes. Mais on peut citer d'autres noms, tellement d'autres noms, comme les trois frères Cassa, Bela Zeleke que j'ai déjà cité, Testa Damtou, Jagamakello. Je pourrais continuer très longtemps comme ça. Si certains membres de l'église orthodoxe collaborent, une autre partie fait preuve d'une résistance à l'Italie, notamment avec Abuna Petros, un évêque, qui remet en question la chrétienté de l'Italie. Il dira comment l'Italie, un pays chrétien, peut occuper de manière aussi brutale un autre pays pacifique, chrétien comme l'Éthiopie. Il incite à se battre pour la liberté du pays et à résister aux Italiens dans des prêches publiques. Et ça va le condamner. Mais avant de le mettre à mort, les Italiens lui proposent un accord. Soit il accepte de dénigrer et de se désavouer des Arbeignoches, soit il sera condamné à mort. Et à cela, il va répondre « Les pleurs de mes compatriotes causés par vos gaz et vos machines ne permettront jamais à ma conscience d'accepter votre ultimatum. Comment pourrais-je me présenter devant mon Dieu si je refuse de voir un crime d'une telle ampleur ?» Il sera exécuté le 29 juillet 1936 après avoir déclamé au peuple venu pour écouter sa dernière prêche « Mes compatriotes, ne croyez pas les fascistes s'ils vous disent que les patriotes sont des bandits. Les patriotes sont des gens qui se battent pour nous libérer de la terreur du fascisme. Les bandits sont les soldats qui se trouvent face à moi et vous, qui sont venus de loin, terrorisent et occupent violemment un pays faible et pacifique, notre Éthiopie. Que Dieu donne au peuple d'Éthiopie la force de résister et de ne jamais s'incliner face à l'armée fasciste et sa violence. Que la terre éthiopienne puisse ne jamais accepter les ordres de l'armée d'invasion. Mais les actes de résistance comme cela eurent énormément de conséquences. Si ça vous intéresse, je vous conseille de lire Le Roi fantôme de Masa Mengisté, qui raconte cette période avec toutes les subtilités que ça implique. L'une des plus graves et celle qui a vraiment ancré la volonté de résistance dans le pays, c'est le massacre de Graziani. À la suite d'un attentat raté, le gouverneur italien Graziani décide de faire massacrer les civils éthiopiens par décapitation, par balle. On faisait brûler les maisons avec les gens à l'intérieur, sans aucune distinction, pendant 3 jours à Addis Abeba, le 19, 20 et 21 février 1937. Le nombre exact de morts n'est pas connu, mais on l'estime environ à 30 000. Un correspondant à l'époque écrit à ce propos « N'importe qui dans les villes était une cible. Mais ce qui s'est passé était pire que tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Il faut que je le dise, et cela est vrai, que le sang coulait véritablement dans les rues. Des corps d'hommes, de femmes, d'enfants, au-dessus desquels tournaient des vautours, gisaient absolument partout. Des revolvers, des matraques, des fusils, des poignards étaient utilisés pour massacrer des Noirs désarmés de tous les sexes, de tous les âges. Tout Noir vu était arrêté, embarqué dans un camion et tué, soit dans le camion, soit près du Poti-Guébi, soit dès qu'il croisait une chemise noire. On fouillait les maisons où les huttes des Éthiopiens, puis elles étaient brûlées avec leurs occupants. Je n'oublierai jamais que j'ai vu, cette même nuit, des officiers italiens passant dans leurs voitures luxueuses à travers des rues remplies de sang, s'arrêtant aux endroits d'où ils auraient une meilleure vue des massacres et des incendies, accompagnés de leurs épouses, que je me refuse à appeler des femmes. Ce massacre a été un tournant pour le peuple éthiopien qui comprend l'ampleur de la violence à laquelle il est confronté. Les fascistes eux-mêmes comprennent leur erreur et remplacent Graziani par le duc d'Aoste. Mais les dégâts sur leur image auprès de la population civile sont irréparables. Directement, l'armée d'Abébé se renforce de 10 000 hommes. Et ceux qui parviennent à fuir Addis finissent par rejoindre les différentes milices
qui attaque sur tous les fronts, isolant de plus en plus les Italiens qui ne peuvent plus compter sur les populations civiles à qui il impose un apartheid. De 1937 à 1941, les Albénoches prennent de plus en plus de puissance. L'armée britannique les soutient officiellement après avoir reçu le soutien des résistants éthiopiens pour chasser les Italiens de la Somalie britannique, à savoir l'actuelle Somaliland. Les civils italiens venus pour coloniser commencent à fuir pour éviter de subir le joug de la colère des Éthiopiens. Le 5 mai 1941, les Albénoches libèrent officiellement Addis Abeba et l'Empire est restauré. Haïlé Sélassié revient de son exil, mais les pertes sont énormes. Environ 15% de la population éthiopienne totale meurt pendant la guerre, que ce soit dans les combats, dans les massacres commis par les Italiens, par les bombardements, dans les camps, dans les famines organisées par le régime fasciste, etc. Toute cette violence va inscrire dans la mémoire collective une haine extrême des Italiens de la part de la population éthiopienne. La question de la Shoah est très peu étudiée en Éthiopie pour une raison assez simple. Les Bêta Israël, même si leur présence en Éthiopie était millénaire, étaient relativement ignorés par le régime fasciste parce qu'ils ne correspondaient en rien à leur définition de la judéité, une judéité européenne et blanche. Pourtant, Rebecca Frank, dans son article pour le Museum of Jewish Heritage, explique bien que les Bêta Israël ont tenté de sauver des Juifs d'Europe d'une mort assurée. En 1943, les Juifs du ghetto de Varsovie sont massacrés en masse et déportés. La même année, le 8 août 1943, un article paraît expliquant bien qu'un chef Bêta Israël a demandé à l'empereur d'accueillir sur son sol des Juifs et de les faire vivre dans des villages Bêta Israël pour les protéger. Ce à quoi l'empereur a consenti et 1500 Juifs grecs ont été accueillis sur le sol éthiopien. La résistance éthiopienne est louée dans le monde afrodescendant et Haïlé Sélassié est considéré comme un héros. Nous arrivons aux années 50, je pense que c'est déjà assez bien copieux, assez bien consistant. Je vous laisse un peu de temps pour vous en remettre. La semaine prochaine, vous aurez la deuxième partie du XXe siècle éthiopien. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée pour ceux qui travaillent. Selam!